Quand la guerre s'est terminée, le continent est resté couvert de cicatrices visibles, et d'autres délibérément enfouies. Certains ont dissimulé ce qu'ils portaient, d'autres ont scellé des structures, et de nombreux vestiges sont restés sous terre, sans que personne ne les touche. Ce qui est caché ne suit pas une logique unique. Parfois, c'était la peur. D'autres fois, l'urgence. Dans plusieurs cas, on a laissé derrière soi ce qui ne servait plus. Au fil des années, le sol, l'eau ou le béton ont recouvert ce qui était resté dissimulé. Mais tout ce qui est enterré finit par ressortir. D'un chapeau chargé d'histoire à un avion englouti, les objets ont commencé à réapparaître. Et chacun, petit ou grand, traîne avec lui des questions, des dates et des noms oubliés pendant des décennies. Si la guerre s'est terminée depuis si longtemps et que le monde entier a compté ses morts, pourquoi y a-t-il encore des choses qui restaient silencieuses sous terre ? Le trésor des Finkenstein. En mai 2017, un adolescent polonais de 14 ans nommé Patrick Lessman partit en excursion avec sa famille près du lac Jeziorak, dans le nord-est de la Pologne. En marchant au bord de l'eau, il trébucha sur un objet métallique qui dépassait légèrement du sol. Il commença à creuser avec les mains jusqu'à ce qu'apparaisse le couvercle rouillé d'un vieux bidon à lait en métal. Il en découvrit bientôt un second. Ce qui semblait être de simples contenants ruraux dissimulait en réalité un ensemble intact d'objets personnels appartenant à l'une des plus anciennes familles aristocratiques prussiennes de la région, les von Finkenstein. Les deux bidons à lait contenaient une collection surprenante de souvenirs, tous cachés manifestement à la hâte dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux se trouvaient des documents officiels, des lettres à en-tête familiales, des photographies en noir et blanc, un stylo plume, une paire de lunettes, un journal avec des entrées datées depuis 1914, une cuillère en argent, un insigne militaire, une montre de poche, plusieurs pièces anciennes, et même un uniforme d'officier de la Wehrmacht soigneusement plié. Il y avait aussi une brosse à dents avec manche en os, une trousse de rasage, une poignée de billets et de médailles décoratives, ainsi qu'une série d'objets du quotidien tels que des accessoires de chasse, des pièces de joaillerie et des contenants personnels. Le tout dans un état de conservation étonnant après plus de 70 ans sous terre. Après la découverte, les parents du jeune homme contactèrent les autorités et bientôt les experts du musée d'Iława confirmèrent l'origine. Les objets avaient appartenu au comte Hans Joachim von Finkenstein, dernier propriétaire d'un domaine seigneurial au bord du lac avant l'avancée soviétique en 1945. Pendant des décennies, le sort du comte et de ses biens était resté dans l'ombre. L'apparition des bidons remit en lumière une histoire familiale qui avait été ensevelie avec le retrait du Troisième Reich. Le contenu des récipients fut inventorié et conservé pendant plus d'1 an par une équipe d'archéologues et d'historiens. Le journal du comte, rédigé entre la Première Guerre mondiale et les dernières années du nazisme, fournit des détails d'une valeur inestimable sur la vie de la noblesse allemande en Prusse orientale, ses liens avec l'armée et sa vision du conflit. 2 documents en alphabet cyrillique furent également retrouvés, datés de janvier et février 1945, précisément au moment de l'avancée de l'armée rouge dans la région. L'enquête ultérieure révéla que le comte était resté sur sa propriété jusqu'en mars 1945, lorsqu'il fut arrêté par des troupes soviétiques et transféré dans un camp de prisonniers situé dans la localité de Pazwek. Il mourut peu après en détention. Son épouse, Hildegarda, parvint à survivre en tant que travailleuse forcée sur sa propre propriété pendant plusieurs mois. En novembre de cette même année, elle fut libérée et réussit à retrouver ses filles en Allemagne. Selon les chercheurs, tout porte à croire que c'est elle qui décida d'enterrer les objets familiaux avant l'arrivée des troupes russes, tentant de protéger ce qui leur appartenait encore. La fille du comte, Waltraud von Finkenstein, avait 81 ans lorsqu'elle fut contactée après la découverte. Elle vivait en Allemagne depuis des décennies et reconnut immédiatement plusieurs des objets qui faisaient partie de son enfance. Les lettres, les photographies et les effets personnels étaient restés sous terre presque tout le temps qu'elle avait passé loin de son foyer d'origine. Grâce à l'intervention du musée, certains articles lui furent restitués, tandis que le reste fut confié au trésor de l'État polonais et destiné à des expositions publiques à Iława et Ostroda.
L'un des éléments ayant le plus attiré l'attention des experts fut une note signée par un officier soviétique adressée aux soldats ayant occupé la propriété. On pouvait y lire « Camarades, s'il vous plaît, respectez les habitants de cette maison. Ils nous ont accueillis avec dignité. » Cependant, quelques jours plus tard, un autre certificat rédigé par les occupants indiquait que tous les troupeaux, chevaux, volailles et biens agricoles de la famille devenaient propriété de l'armée rouge. Dans l'espoir de découvrir d'autres objets liés à l'affaire, les chercheurs effectuèrent des fouilles supplémentaires dans la zone à l'aide de détecteurs de métaux. Bien qu'aucun autre bien des von Finkenstein n'ait été retrouvé, une hache de combat datant de la période médiévale ainsi que les vestiges d'une ancienne fortification furent mis au jour dans le même périmètre. Ces découvertes furent remises au musée d'Ostroda par l'historien régional Michał Młotek dans le cadre de la préservation du patrimoine local. L'affaire fut largement relayée par les médias polonais et européens, non seulement pour la valeur historique du contenu des bidons, mais aussi pour le caractère profondément humain de la découverte. Une famille noble, contrainte d'abandonner sa terre, avait confié son héritage à 2 contenants métalliques enfouis au bord d'un lac. Plus de 70 ans plus tard, un adolescent en vacances permit à cette histoire de refaire surface. La découverte n'apporta pas seulement des documents uniques sur le déclin de l'aristocratie prussienne, mais également une capsule temporelle remplie de souvenirs personnels, revenus entre les mains des descendants du comte, complétant ainsi un cercle interrompu par la guerre. L'école de guerre d'Hitler ensevelie sous Berlin. Un groupe d'experts spécialisés dans les tunnels de guerre à Berlin a rapporté avoir découvert une ancienne école militaire nazie enfouie sous une colline artificielle à l'ouest de la ville. Le centre de formation, imaginé par l'architecte nazi Albert Speer, se trouve au Teufelsberg, une élévation de 116 mètres constituée d'environ 26 millions de mètres cubes de débris provenant de bâtiments détruits pendant la guerre. La structure, jamais achevée, fut initiée lorsque Adolf Hitler posa la première pierre en 1937. Le projet devait faire partie de l'immense ville du Reich, appelée Germania. Mais, selon une note interne nazie, les difficultés liées au conflit forcèrent l'arrêt des travaux à peine 3 ans plus tard. Les troupes britanniques qui prirent le contrôle de la zone envisagèrent d'utiliser le site comme quartier général, mais constatèrent qu'il était trop difficile à adapter. Elles ne purent pas non plus le démolir car il était trop solidement renforcé. Elles décidèrent donc de le recouvrir avec la moitié des gravats de Berlin, soit l'équivalent d'environ 400 000 bâtiments, puis d'y semer de l'herbe. C'est ainsi que le Teufelsberg prit forme. Avec le temps, les Berlinois commencèrent à y faire du ski et de la luge en hiver, et à y faire voler des cerfs-volants en été. Presque tout le monde oublia complètement qu'une école militaire se trouvait en dessous, à l'exception de quelques curieux. C'est l'association des souterrains de Berlin qui retrouva des documents anciens indiquant l'emplacement exact. Nous sommes certains qu'une grande partie du bâtiment est encore là-dessous, même s'ils ont tenté de le faire exploser, déclara Dietmar Arnold, du groupe Underworlds. Cette organisation, qui a localisé 50 abris en 10 ans, souhaite entamer les fouilles au plus vite. Nous savons qu'un système immense de tunnels à plusieurs niveaux existe également sous cette zone. Le plan prévoit de creuser environ 20 mètres dans la partie nord-est à l'aide d'une machine, jusqu'à atteindre le béton et la brique, puis de laisser les explorateurs y pénétrer à l'aide de cordes et de casques. Les journaux berlinois ont présenté le projet comme une tentative de révéler le dernier grand secret du Berlin souterrain. L'intérêt des Berlinois pour les abris cachés et les structures de guerre semble inépuisable. Le plus célèbre d'entre eux, l'abri d'où Hitler, hors de lui, tenta de diriger les derniers jours du conflit, a été entièrement recréé en animation numérique, avec chaque poignée de porte et encadrement de fenêtres. Plusieurs historiens ont salué cette visite virtuelle, basée sur des archives de sécurité gouvernementale des années 70, comme la meilleure réplique numérique existante de cet abri. Le lieu réel, situé près de Potsdamer Platz, fut recouvert de terre et rebouché. Le concepteur du modèle, le designer Christoph Neugebauer, expliqua que, contrairement à ce que beaucoup pensent, Hitler ne termina pas ses jours dans un luxueux bunker moderne, mais dans un abri plutôt rudimentaire destiné aux fonctionnaires. Le drone perdu de la Seconde Guerre mondiale revenu avec la marée. Une pièce ancienne utilisée par l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale est apparue de manière inattendue sur la côte du Massachusetts.
L'alerte a été donnée par l'équipe du parc national de Cape Cod après qu'un objet fabriqué par l'homme se soit échoué sur le sable de Marconi Beach. La découverte a été partagée sur les réseaux sociaux par le parc lui-même le mercredi 10 avril 2024. L'image montrait une structure usée par le temps, reposant sur la plage, juste avant qu'une tempête ne puisse l'emporter à nouveau vers la mer. Le personnel du parc s'est immédiatement organisé pour sauver la pièce avant que les vagues ne l'engloutissent. Après l'avoir transporté dans un lieu sûr, le responsable historique du parc, Bill Burke, l'a examiné en détail. Il a confirmé qu'il s'agissait du fuselage d'un RCAT, un type d'avion sans pilote utilisé comme cible d'entraînement dans les années 40 et 50. Le RCAT, sigle anglais de Remote Controlled Aerial Target, cible aérienne télécommandée, était lancé à grande vitesse depuis un avion, passant de 0 à près de 100 km/h en seulement 10 mètres. Il était ensuite guidé depuis le sol pour simuler une menace aérienne réelle lors d'exercices de tir anti-aérien. Le drone avait fait partie des entraînements menés au large, juste en face de l'ancien champ militaire de Wellfleet. Cette base fonctionna entre 1943 et 1961, couvrant plus de 1700 hectares en bordure de l'Atlantique. Pendant cette période, elle servit de centre clé pour la préparation des unités de défense anti-aérienne. Aujourd'hui, cette zone fonctionne comme un parc public, fréquenté par ceux qui viennent s'y détendre, surfer, pêcher, marcher ou simplement passer la journée. Cependant, sous sa surface subsistent encore des vestiges de la guerre et les autorités rappellent qu'il pourrait y avoir des explosifs non désamorcés. Selon l'équipe du parc, les RCAT décollaient depuis une piste aujourd'hui recouverte de végétation à Wellfleet, étaient largués depuis un avion-mer, puis guidés à distance depuis une falaise. Le fuselage retrouvé, resté enfoui pendant des décennies sous le sable, portait encore des marques évidentes de son origine. Il fut récupéré sans dommages majeurs, ce qui facilita son identification. La zone avait déjà révélé d'autres fragments du passé militaire. Bien qu'elle ait été désactivée il y a plus de 60 ans, son histoire continue de refaire surface. L'appareil a été déplacé vers une zone protégée pour être conservé. Bien qu'il ait été exposé, son état général a permis de l'identifier clairement. Son design et sa fonction en faisaient un outil essentiel lors des exercices de tir pendant les années de guerre. À cette époque, la menace aérienne figurait parmi les plus redoutées. Les entraînements avec des cibles volantes étaient cruciaux pour préparer les soldats à d'éventuelles attaques réelles. L'utilisation de drones de ce type permettait de simuler des mouvements rapides et des manœuvres d'évitement qu'un avion ennemi aurait pu exécuter. La découverte a également attiré l'attention sur les restes de guerre encore enfouis dans les zones côtières. Bien que beaucoup aient été retirés ou désamorcés après la guerre, d'autres demeurent encore sous terre, dissimulés entre les dunes ou enfouis par le temps. Les autorités ont rappelé qu'il est encore possible de trouver des munitions ou explosifs anciens dans cette région. C'est pourquoi il est demandé aux visiteurs de faire preuve de prudence et de signaler immédiatement tout objet suspect. La découverte du RCAT s'ajoute à une longue liste de pièces de guerre que la mer a rendues dans différentes régions du monde. Mais dans ce cas précis, l'objet a refait surface exactement là où, il y a 80 ans, des soldats s'entraînaient pour un conflit mondial. Ce type de drone ne transportait aucun équipage et n'était pas utilisé pour attaquer. Leur seule fonction était de servir de cible. Ils furent des éléments essentiels dans le développement de la technologie de guerre sans pilote. Leur système de contrôle par radio, rudimentaire selon les standards actuels, représenta une première étape vers ce qui, des décennies plus tard, deviendraient les véhicules aériens télécommandés à des fins de combat. Le champ d'entraînement de Wellfleet fut l'un des sites les plus actifs pour ce genre d'essai. Sa position côtière permettait des exercices sûrs en mer. Depuis cet endroit, de nombreuses unités apprirent à tirer sur des cibles mouvantes, simulant des avions ennemis. Le fuselage retrouvé était probablement enseveli sous le vent, le sable et les marées depuis plus de 70 ans. Le fait qu'il soit remonté à la surface sans être brisé en fait un témoin unique de la technologie utilisée à l'époque pour préparer la défense anti-aérienne. Bien que le parc soit aujourd'hui dédié aux loisirs et à la détente, des épisodes comme celui-ci rappellent que ces terres firent autrefois partie d'une histoire militaire active. L'apparition de cette pièce a non seulement surpris par son état de conservation, mais aussi par ce qu'elle représente. Un fragment intact d'une expérimentation militaire du siècle passé, rendue sans avertissement par la mer. La découverte a été documentée par l'équipe du parc
et sera conservé en tant que pièce historique. Aucun autre fragment visible n'a été détecté, mais les autorités n'excluent pas que d'autres vestiges puissent émerger lors de futures tempêtes ou de mouvements de terrain. Les plages de Cape Cod ont connu de nombreuses transformations, mais cette révélation a permis, ne serait-ce qu'un instant, de jeter un regard vers une époque où les vagues accompagnaient les essais de guerre, et non les paisibles promenades estivales. Le bunker oublié des SS, découvert avec armes, vaisselle et peintures de guerre. À l'été 1990, alors qu'on préparait un concert en plein air pour célébrer la chute du mur de Berlin, une équipe de sécurité inspectait le terrain de l'ancien front de la mort, cette zone vide où s'étendait le mur pendant des décennies. Lors de cette inspection, le personnel fit une découverte inattendue, le toit renforcé d'un bunker nazi enfoui sous terre depuis les derniers jours de la guerre. Le site ne figurait sur aucun plan. Personne n'avait signalé son existence, et en l'ouvrant, il devint évident qu'il était fermé depuis 1945. Ce n'était pas un simple abri. Il s'agissait d'une installation construite pour les chauffeurs et gardes du corps personnel d'Adolf Hitler, membre de l'unité d'escorte des SS. Lorsque les techniciens y pénétrèrent, ils trouvèrent les lieux tels que les occupants les avaient laissés. Au mur étaient accrochées des peintures patriotiques faites à la main, représentant des soldats SS combattant pour défendre des femmes et la patrie. Sur les tables reposaient des couverts en métal et de la vaisselle gravée. Il y avait aussi des armes anciennes, intactes, jamais récupérées. La découverte provoqua l'alarme. C'était un espace figé dans le temps. Il ne s'agissait pas seulement d'objets originaux, mais leur état de conservation était si précis qu'on aurait dit le site tout juste abandonné. Les fresques ne montraient ni défaites ni ruines, mais des scènes glorifiant les combattants SS. Le lieu fut immédiatement scellé. Le gouvernement local craignait que, s'il était ouvert au public, il ne devienne un lieu de rassemblement pour des groupes néo-nazis. Toutefois, en 1992, Alfred Kerndl, directeur de l'archéologie de Berlin, réussit à y entrer afin d'en dresser un inventaire complet. Il documenta tout avec des photographies et des notes, des éléments militaires jusqu'aux objets décoratifs et de cuisine. Kerndl proposa de préserver le bunker tel quel. Il affirma que sa valeur ne résidait pas dans une quelconque glorification, mais dans le fait de montrer comment même les échelons inférieurs du régime avaient accès à des symboles de pouvoir, de confort et de propagande. Pour lui, les portraits peints sur les murs révélaient davantage d'arrogance et de kitsch que de grandeur. La réaction fut immédiate. Diverses organisations rejetèrent toute tentative d'exposer le lieu. Elles faisaient valoir que, même s'il ne s'agissait pas du bunker de Hitler, on risquait d'en faire un site de pèlerinage pour des extrémistes. Le refus fut catégorique. Le musée historique national refusa également de conserver les fresques ou les objets découverts. Personne ne voulut associer son nom à cette proposition. Finalement, le Sénat de Berlin ordonna de refermer le bunker. Tout fut de nouveau enseveli, scellé sous terre, dans la même zone où, des années plus tard, s'élèveraient des immeubles de bureaux et des structures gouvernementales. Le site ne fut jamais ouvert au public. Cette découverte confirma ce que de nombreux archéologues urbains soupçonnèrent déjà. Sous le centre politique de Berlin existent encore des dizaines de structures souterraines construites par le régime nazi. Certaines ont déjà été localisées, d'autres restent non identifiées. On estime qu'au moins une vingtaine d'abris et de tunnels interconnectés furent construits dans la zone proche de l'ancien bunker de Hitler. Le cas du bunker des chauffeurs se distinguait par son état de conservation. Contrairement au Führerbunker, partiellement détruit et comblé de gravats, cette structure avait été ignorée pendant des décennies, ce qui permit à son intérieur de rester intact. Son contenu fonctionnait comme une véritable capsule temporelle. La décision de le maintenir scellé ne fut pas uniquement politique. Les autorités prirent aussi en compte l'impact psychologique que son ouverture pourrait avoir. Montrer des scènes glorifiant les SS, même dans un cadre critique, pouvait susciter des réactions imprévisibles. À cela s'ajoutait l'absence d'un cadre clair sur la manière de traiter les vestiges matériels du régime sans encourir des risques de glorification ou de banalisation. Pour Kerndl, cacher le site ne faisait qu'alimenter le mystère. Sa proposition visait à l'exposer avec une médiation soigneusement encadrée, guidée par des spécialistes formés à la pédagogie antifasciste, comme cela avait été fait dans d'autres lieux de mémoire. Il soutenait que dissimuler les vestiges ne les faisait pas disparaître,
et quand les ignorants ont laissé place à la mythologie et à la spéculation. Malgré sa position, le lieu fut refermé. Il fut recouvert de terre et intégré au terrain qui fut par la suite destiné à des projets officiels. Aujourd'hui, nul ne peut accéder à cette structure et aucune signalisation n'indique ce qui s'y trouvait. Ce bunker fut une exception, alors que d'autres vestiges du Troisième Reich furent transformés en musées, comme la tanière du loup en Pologne ou les bunkers de Zossen et Marienthal. Cette option fut écartée à Berlin. Le centre politique allemand ne voulut pas assumer la charge symbolique d'un tel lieu, bien que sa valeur historique et documentaire fût indéniable. Le sous-marin létal des États-Unis réapparut intact 80 ans plus tard. En mai 2024, une équipe spécialisée a confirmé la découverte de l'USS Harder, l'un des sous-marins les plus redoutés par l'Empire japonais durant la Seconde Guerre mondiale. La coque de ce navire, coulé en 1944, a été localisée à plus de 900 mètres de profondeur sous la surface de la mer de Chine méridionale. La découverte a été réalisée par le projet Lost 52, une initiative visant à retrouver les 52 sous-marins américains portés disparus durant le conflit. La confirmation officielle est venue du commandement de l'histoire et du patrimoine naval des États-Unis, connu sous le nom de NHHC. Après avoir vérifié les données fournies par les chercheurs du projet, il a été déclaré sans équivoque que le sous-marin retrouvé était bien l'USS Harder. L'épave reposait quasiment intacte sur le fond marin, à l'exception de dommages visibles sur sa tour de commandement. Cette découverte a été rendue possible grâce à des technologies d'exploration de pointe. L'équipe de Lost 52, dirigée par l'explorateur marin Tim Taylor et la spécialiste Christine Denison, a utilisé des drones sous-marins et des techniques de photogrammétrie pour cartographier précisément l'épave. À partir de milliers d'images prises sous différents angles, une reconstitution tridimensionnelle du sous-marin a été créée. Les images montraient des détails comme la coque, les hélices, la passerelle et la tour des périscopes. La précision des données visuelles a permis aux experts de la marine de confirmer sans erreur qu'il s'agissait de l'USS Harder. Ce bâtiment entra en service en 1943. Dès sa première mission, il opéra dans le Pacifique avec un objectif clair, couler des navires ennemis. À son bord se trouvaient 79 membres d'équipage, sous le commandement du capitaine Samuel Dilley. Sa devise de combat était simple, « Frappez les plus forts ». À chaque patrouille, il appliqua ce principe à la lettre. L'USS Harder mena 6 missions avant de disparaître. Lors de sa 5e patrouille, il réussit à couler 3 destroyers japonais et infligea de lourds dégâts à 2 autres. Cette opération fut l'une des plus audacieuses de la guerre sous-marine américaine. Le haut commandement japonais donna l'ordre de l'éliminer à tout prix. Sa seule présence força les convois ennemis à modifier leurs itinéraires et leurs stratégies. La dernière fois qu'il fut signalé remonte au 24 août 1944. Il opérait alors près de la baie de Dazol, au nord des Philippines. Là, accompagné de l'USS Hawk, il s'approcha d'une formation navale japonaise. Durant la manœuvre, le Harder lança 3 torpilles contre ses cibles. Immédiatement après, une série de charges sous-marines le frappèrent. L'USS Hawk parvint à se retirer, mais le Harder ne donna plus jamais signe de vie. Pendant des décennies, son emplacement resta inconnu. Plusieurs tentatives de localisation échouèrent. La profondeur des eaux et l'absence de coordonnées précises compliquèrent la tâche. La récupération de ce navire marqua un tournant pour l'équipe de Lost 52. Il s'agissait du 7e bâtiment identifié par le projet depuis ses débuts. Le lieu exact de la découverte reste confidentiel par respect pour les familles des marins disparus. Selon le protocole de l'équipe, aucune découverte n'est rendue publique avant qu'une vérification complète ne soit effectuée. Une fois confirmée, la découverte est enregistrée officiellement et devient un site commémoratif. Le commandant Samuel Dilley, à la tête du Harder, fut l'un des officiers les plus décorés de la guerre. Son courage lui valut de nombreuses distinctions à titre posthume. Sous son commandement, le sous-marin battit des records de destruction en un temps très court. La perte du navire fut considérée comme un coup stratégique pour la marine américaine, malgré ses exploits précédents. Cette découverte reflète aussi les progrès des techniques de recherche en milieu sous-marin. Grâce à l'usage de drones autonomes et au balayage photographique, il est désormais possible de localiser des épaves avec une précision millimétrique. Les images captées du Harder révèlent un bon état structurel, malgré ses 80 années passées sous l'eau.
Cette découverte a permis aux chercheurs d'observer des détails tels que le système de lancement des torpilles, les écoutilles et les structures internes de la coque. Des fragments de peinture d'origine et des numéros gravés ont même pu être identifiés. Tous ces éléments ont été cruciaux pour confirmer l'authenticité du navire. Le directeur du NHHC, l'amiral à la retraite Samuel Cox, a déclaré que le Harder fut coulé en pleine victoire. Selon ses mots, les tactiques employées par l'équipage furent d'une agressivité et d'une efficacité remarquables. Cette posture offensive fit justement du sous-marin une cible prioritaire pour l'ennemi. Le projet Lost 52 s'inscrit dans une initiative plus vaste dédiée à la récupération d'informations sur la guerre sous-marine. Financé par des fonds privés et bénéficiant d'un appui logistique institutionnel, le programme est conçu pour durer encore plusieurs années. À ce jour, il a permis de retrouver des épaves dans différentes zones du Pacifique et de l'Atlantique, aidant ainsi à clore des chapitres restés ouverts dans l'histoire militaire des États-Unis. La découverte de l'USS Harder en mer de Chine méridionale s'ajoute à une liste toujours croissante de trouvailles subaquatiques. Sa localisation, au-delà de sa valeur technique, revêt une dimension symbolique forte pour les familles des membres d'équipage. Bien que le navire ne soit pas remonté à la surface, sa position a été sécurisée et entièrement documentée. Le fond marin devient ainsi leur sépulture définitive. Ce que cachait le parc, des bunkers allemands de la Seconde Guerre mondiale découverts sous terre en Belgique. En avril 2024, alors qu'une équipe de conservation travaillait au nettoyage d'un parc côtier à Heist aan Zee, en Belgique, les vestiges intacts d'un complexe militaire nazi oublié depuis 1945 ont refait surface sous le sable. À quelques centimètres seulement de terre et de racines ont été mis au jour 3 bunkers en béton armé, 2 tranchées en briques, une voie militaire en béton et des restes d'objets du quotidien, tous situés à l'endroit même où les soldats allemands avaient érigé une fortification pendant la Seconde Guerre mondiale. Le lieu de la découverte fut le parc Directeur Général Willemspark, une petite zone de dunes dans la région flamande de Flandre. Le projet initial visait à éliminer les plantes invasives pour restaurer l'écosystème naturel. Mais dès les premiers coups de pelleteuse, des fragments de béton, de briques et des éléments rouillés, peu compatibles avec le paysage, firent leur apparition. Au fur et à mesure des travaux, le sol révéla ce qui était resté enfoui pendant plus de 80 ans, des structures militaires construites par l'armée allemande en 1942. La zone possédait déjà un passé chargé. Durant la Première Guerre mondiale, elle fut le théâtre d'affrontements, et 2 batteries d'artillerie allemandes y furent installées, Freya et Augusta. Avec des barrières, des abris et des bunkers, le site servait de point stratégique pour surveiller la côte. Après le conflit, nombre de ces installations furent détruites ou ensevelies. Mais 20 ans plus tard, en pleine Seconde Guerre mondiale, le régime nazi transforma à nouveau le parc en base fortifiée. Durant cette reconstruction militaire, la zone fut couverte de plus de 60 structures, des dépôts de munitions, des baraquements pour le personnel, des routes en béton pour le transport des troupes et des tranchées défensives furent érigées. L'ensemble visait à repousser de potentiels assauts venus de la mer. À la fin du conflit, bon nombre de ces installations furent volontairement dissimulées. Les plus fragiles furent démolies et réduites en gravats. Les plus solides furent recouvertes de terre. La découverte d'avril 2024 comprenait 3 bunkers intacts. Chacun était une salle fermée avec un toit en béton armé, sans fenêtre, avec une seule entrée, entièrement recouvert de sable. Les murs de ces abris militaires étaient encore solides. Ils avaient été construits selon la même technique utilisée dans d'autres fortifications du mur de l'Atlantique. À côté d'eux, 2 tranchées en briques en forme de zigzag ont été mises au jour. Des fragments d'une voie en béton, probablement utilisés par des véhicules et des soldats, ont également émergé. Un puits d'eau construit par les Allemands conservait encore sa structure. Parmi les vestiges figuraient des ustensiles de cuisine, des douilles de munitions et des outils rouillés. Les archéologues ont supervisé chaque mètre carré de l'excavation. Selon les autorités patrimoniales, tout a été enregistré, documenté et photographié. Mais une fois l'étude terminée, les éléments découverts ont été recouverts de sable afin d'assurer leur préservation. Le terrain a été scellé, sans marquage, comme il l'était depuis des décennies. Les autorités locales ont expliqué que le parc avait été le théâtre de plusieurs tentatives visant à effacer son passé militaire.
Des constructions furent détruites, des zones remblayées avec des gravats et de la végétation plantée sur les ruines. Malgré ces efforts, les structures les plus robustes sont restées enfouies sous la surface. Et maintenant, après tant d'années, elles sont de nouveau visibles. Pendant des générations, les habitants de Eist-an-See vécurent avec les rumeurs de structures cachées sous leurs pieds. Mais l'ampleur exacte n'était pas connue. Certains voisins avaient autrefois signalé des zones du parc où le sol sonnait creux ou où les racines ne poussaient pas normalement. Les autorités n'avaient jamais mené d'enquête approfondie. Les constructions aujourd'hui redécouvertes offrent une vision directe de l'occupation allemande en Belgique. Ce ne sont pas des vestiges isolés. Elles font partie d'un système de défense côtier qui s'étendait du nord de la France jusqu'au Danemark. Dans de nombreux cas, ces abris suivaient des schémas similaires, avec des murs épais, des toits arrondis, des entrées renforcées et des espaces étroits pour se protéger des bombardements. La découverte n'a pas révélé de structures datant de la Première Guerre mondiale. Bien que la zone ait été stratégique pendant ce conflit, les traces des premières fortifications furent détruites ou rasées au fil des décennies. Seuls les éléments de la Seconde Guerre mondiale restèrent enfouis, protégés par les couches de sol et de végétation. Les spécialistes du patrimoine ont précisé que le fait de réensevelir les vestiges ne réduisait en rien leur valeur historique. Recouvrir les structures de sable permet de conserver leur intégrité et de les protéger de la dégradation due à l'air, à la pluie ou au passage des visiteurs. Le parc continuera à fonctionner comme espace naturel, mais avec désormais la connaissance qu'en dessous se trouvent des structures ayant fait partie de la machine de guerre nazie. Les autorités ont également laissé entendre qu'il pourrait exister d'autres vestiges militaires encore enfouis sous le parc. La zone explorée ne représente qu'une partie du site. La densité des constructions en 1942 suggère qu'il pourrait y avoir d'autres installations non découvertes. Pour l'instant, le parc a retrouvé son apparence naturelle, mais il garde en son sein une histoire de béton, de tranchées et de guerre. Le coffre enterré par des soldats japonais ayant laissé leurs derniers mots avant de mourir. En 2017, un groupe d'ouvriers qui préparait le terrain pour des travaux dans une zone côtière d'Okinawa est tombé sur un objet métallique à environ 50 cm de profondeur. Il s'agissait d'un conteneur rectangulaire, recouvert de rouille, mais encore scellé. Ils pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un vieil outil, jusqu'à ce que l'un d'eux remarque des caractères japonais gravés sur le dessus. Ils décidèrent alors d'alerter les autorités locales, et une équipe d'archéologues prit en charge le contenu. La boîte fut ouverte dans un centre spécialisé, sous conditions contrôlées. À l'intérieur se trouvaient plusieurs enveloppes enveloppées dans du papier traditionnel, ainsi que quelques objets personnels. Des médailles, des portraits, des morceaux de tissu avec des noms inscrits, et un petit drapeau japonais avec des annotations manuscrites. L'ensemble était bien conservé. Les experts confirmèrent qu'il s'agissait d'une capsule temporelle laissée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les documents dataient de 1945, rédigés par des membres de l'armée japonaise stationnés à Okinawa durant les derniers mois du conflit. Nombre de ces écrits étaient des messages adressés à leur famille, à des amis ou à des personnes du futur. Ils évoquaient le climat, les combats qu'ils anticipaient, leurs pensées et l'espoir que ces mots soient un jour lus. Ce n'étaient pas des messages officiels, c'étaient des textes personnels, écrits sans aide, certains à la hâte, d'autres soigneusement calligraphiés. Certains comportèrent des dessins, des phrases brèves ou de simples vers. L'un disait « Si quelqu'un trouve ceci, sachez que nous avons agi selon nos convictions. Souvenez-vous que nous avions aussi peur. » Un autre affirmait « Je m'appelle Taro, j'ai 19 ans. Je laisse ceci parce que je ne sais pas si je verrai un autre jour. » La découverte a suscité une vive émotion par la sincérité de son contenu. Il ne s'agissait ni de propagande, ni de rapport, ni d'ordre militaire. C'étaient des pensées. Les chercheurs ont tout traduit en japonais moderne et numérisé les documents. Ils ont ensuite commencé à contacter des institutions conservant des archives de guerre afin de tenter d'identifier les noms. L'identité de 9 personnes a pu être confirmée. Certaines sont mortes au combat, d'autres ont disparu lors des affrontements à Okinawa. Un seul fut retrouvé vivant. Il vivait à Tokyo et avait déjà plus de 90 ans. Lorsqu'on lui annonça la découverte, il demanda à voir la boîte. Il reconnut son écriture sur l'un des papiers et expliqua que le groupe avait décidé de l'enterrer avant de recevoir l'ordre de départ.
Le récipient avait été dissimulé sous une dalle, dans ce qui avait autrefois servi d'abri et de point de ralliement pour les soldats. Selon le vétéran, il savait à ce moment-là que la chute de l'armée était inévitable et voulait laisser une trace de ce qu'il ressentait. Aucun ne souhaitait que leurs pensées disparaissent sans laisser de traces. La découverte fut classée parmi les plus émouvantes liées à cet épisode. Elle n'apportait ni données militaires, ni informations secrètes, mais révélait de manière directe comment avaient été vécus ces jours-là par ceux qui occupaient les plus bas échelons, sans filtre ni langage officiel. Une exposition temporaire fut organisée dans un musée local d'Okinawa où furent présentées des copies des textes accompagnés des objets retrouvés dans la boîte. Un témoignage vidéo du seul survivant identifié fut également ajouté, apportant un éclairage personnel au contenu. La réponse du public fut importante, notamment chez les jeunes qui n'avaient jamais entendu parler de telles capsules. Les messages montraient clairement que leurs auteurs étaient pleinement conscients de ce qui les attendait. Certains parlaient même de leur projet s'ils parvenaient à survivre. L'un disait qu'il voulait ouvrir une boutique de riz, un autre évoquait son désir d'épouser une voisine. Des projets simples, enfermés aux côtés d'un conflit qui les anéantissait. Au-delà de l'intérêt archéologique, le contenu de cette boîte a permis de révéler une facette moins visible du conflit. Non pas celle des officiers ou des grandes batailles, mais celle de jeunes enrôlés qui avaient repris le temps d'écrire quelques mots pour ne pas sombrer dans l'oubli. L'avion englouti de Frank Moody, un sauvetage dans les eaux du lac Huron. Pendant plusieurs années, un groupe de plongeurs a exploré les profondeurs glacées du lac Huron, au large de la côte de l'État du Michigan. Leur objectif était de récupérer les restes d'un avion militaire qui s'était écrasé en 1944. Le pilote était le lieutenant Frank Moody, membre de l'escadron de chasse composé exclusivement d'aviateurs afro-américains connus sous le nom des Tuskegee Airmen. Le lieu de l'accident fut localisé à environ 90 km au nord-est de Détroit, près de Port-Huron. L'appareil en question était un Bell P-39 Airacobra, utilisé lors d'exercices d'entraînement en pleine guerre. Le fuselage était resté submergé pendant près de 80 ans jusqu'à sa découverte en 2014. Au cours des plongées, l'équipe de récupération réussit à extraire l'hélice perforée par des balles, un ensemble de pièces désintégrées, et plus récemment le moteur de l'avion pesant environ 540 kg. Cette pièce majeure fut retrouvée à environ 9 mètres sous la surface, incrustée dans les sédiments et recouverte de mollusques. Cette découverte fut rendue possible grâce à une collaboration entre le Musée national des Grands Lacs et le Musée historique national des Tuskegee Airmen, situé à l'aéroport Coleman Young de Détroit. Le projet prévoit de conserver toutes les pièces et de les exposer dans ce musée, dans le cadre d'une exposition permanente consacrée à l'histoire de cet escadron. La récupération du moteur constitue l'un des jalons du projet. Une fois remonté à la surface, le moteur fut immédiatement plongé dans une solution chimique afin d'en stopper la détérioration et d'entamer sa restauration. Selon la conservatrice principale, son état de conservation est exceptionnel, car l'avion s'était écrasé dans une eau douce et peu profonde, ce qui a mieux préservé le métal. Les premières indications sur l'accident évoquent une défaillance dans la synchronisation de l'armement. Le 11 avril 1944, le jeune pilote âgé de 22 ans effectua une manœuvre de tir au-dessus du lac. Les balles frappèrent directement l'hélice, déséquilibrant l'appareil jusqu'à le faire plonger. Son corps fut retrouvé des mois plus tard sur la rive. Bien que sa mort ait été enregistrée, les restes de l'avion restèrent éparpillés au fond du lac sans être récupérés pendant plusieurs décennies. En 2018, l'État autorisa officiellement les opérations de sauvetage archéologique. Depuis lors, des composants tels que la queue, des instruments de cabine, des munitions, des moteurs auxiliaires et une partie du train d'atterrissage ont été récupérés. L'archéologue maritime responsable, Wayne Luzardi, a affirmé que l'avion était complètement fragmenté, avec des pièces dispersées sur une bande de plus de 800 mètres. Les conditions du fond du lac ont permis à de nombreux éléments de rester en bon état, ce qui facilitera leur restauration. Malgré cela, une grande partie de l'appareil demeure immergée. Chaque découverte a été minutieusement cartographiée afin de documenter sa localisation exacte. Ces données serviront lors des futures étapes d'assemblage et d'exposition. Les travaux sont menés par des équipes de plongée spécialisées dans les sauvetages sous-marins qui suivent des protocoles de conservation historique validés par le département des ressources naturelles de l'État.
Au-delà de sa valeur archéologique, cette découverte revêt une forte dimension symbolique. Frank Moody fut l'un des 15 membres de l'escadron mort au Michigan durant des sessions d'entraînement. Parmi eux, 5 périrent dans le lac Huron et un autre dans la rivière St. Clair. Tous faisaient partie du contingent ségrégué ayant combattu pour les États-Unis en pleine période de discrimination raciale. En 2021, un monument commémoratif fut inauguré en l'honneur de ces aviateurs. Il se trouve près du pont international Blue Water à Port-Huron. Son but est de rendre hommage à leur sacrifice et de mettre en lumière leur rôle pendant la guerre. Le directeur du musée de Détroit a expliqué que l'objectif à long terme est de réunir des fonds pour construire un nouveau bâtiment destiné à exposer des avions complets et d'autres objets liés à l'héritage des Tuskegee Airmen. Le moteur du P-39 constituera une pièce maîtresse de ce parcours historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces pilotes furent envoyés en mission de combat en Europe. Leur unité gagna le respect grâce à son habileté et son efficacité dans les airs, malgré les restrictions imposées par la ségrégation. Ils s'entraînèrent d'abord en Alabama, mais le Michigan fut l'un des États utilisés comme zone d'instruction avancée. La découverte de l'avion complète une partie moins connue de leur histoire, les pertes survenues sur le territoire américain pendant les entraînements. À ce jour, on estime qu'au moins 3 autres avions liés à cette unité reposent encore au fond du lac Huron, selon le groupe Diving with a Purpose, dédié à l'histoire maritime afro-américaine. Les opérations de récupération se poursuivront tant que les conditions climatiques le permettront. L'équipe espère pouvoir extraire davantage de fragments structurels dans les années à venir. Chaque pièce sera restaurée et documentée dans le cadre d'un effort pour reconstituer les événements entourant la tragédie. Une fois ce processus terminé, le musée présentera une exposition retraçant l'histoire depuis les entraînements au Michigan jusqu'à l'impact de leur mission à l'étranger. Des témoignages, des uniformes et des photographies de l'escadron seront également exposés. Ce sera la première exposition complète consacrée à leur passage dans l'État et aux sacrifices consentis en dehors du champ de bataille. Le monstre de béton enfoui en France. Dans la forêt d'Éperlec, au nord de la France et près de Saint-Omer, les troupes alliées découvrirent en 1944 une structure de béton gigantesque qui ne figurait sur aucune carte. Elles progressèrent à travers des cratères de bombes jusqu'à tomber sur un bâtiment semi-enterré, au mur de plus de 7 mètres d'épaisseur. Elles venaient de découvrir le blockhouse d'Éperlec, une base nazie conçue pour lancer plusieurs dizaines de missiles V2 par jour, bien qu'elle n'en ait jamais tiré aucun. L'installation avait été pensée pour abriter plus de 100 fusées à la fois. Son objectif, envoyer jusqu'à 36 missiles par jour vers le sud de l'Angleterre. Le complexe comprenait une usine de production d'oxygène liquide nécessaire à l'alimentation des moteurs, ainsi qu'une gare ferroviaire fortifiée reliée à l'Allemagne pour le transport des armes et des approvisionnements. Le projet fut baptisé Centrale électrique du Nord-Ouest. Sa construction débuta en mars 1943 sur ordre direct d'Albert Speer. Hitler avait approuvé le plan basé sur le modèle des bunkers sous-marins. L'idée était de construire une plateforme de lancement fixe, résistante aux bombardements et capable d'assembler les missiles à la verticale, comme sur une chaîne de production souterraine. Ses dimensions dépassèrent de loin celles de toute autre structure du genre à l'époque. Le toit, épais de 5 mètres, fut d'abord construit au niveau du sol, puis soulevé à l'aide de vérins hydrauliques pendant que les murs étaient coulés en dessous. L'objectif était de créer une cavité antiaérienne résistante aux explosions. À l'intérieur, 5 compresseurs Heylant pouvaient générer 10 tonnes d'oxygène liquide par jour, avec des réservoirs conçus pour en stocker jusqu'à 150 tonnes. Le chantier fut confié à l'organisation Todd et exécuté par l'entreprise Holtzmann et Polanski. Le bataillon de construction numéro 434 en lança les travaux ce même mois avec 6000 ouvriers. Il y avait des techniciens allemands et français contraints de participer, ainsi que des milliers de prisonniers de guerre et de civils venus de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Belgique et d'Espagne. Beaucoup étaient des prisonniers politiques, enfermés dans des camps voisins et surveillés par des collaborateurs et des soldats soviétiques utilisés comme gardiens. Les évasions se produisaient malgré les exécutions immédiates comme punition. Les équipes travaillèrent par roulement de 12 heures, sous des projecteurs fonctionnant sans interruption pendant la nuit. Le béton était mélangé en continu et transporté par train depuis un port fluvial de la rivière AA. Depuis le nord arrivait un réseau électrique de 90 000 volts. Au sud,
Une carrière à Wizerne servait de centre logistique et d'appui technique. Vue du ciel, la construction commença à éveiller des soupçons. En mai 1943, les vols de reconnaissance de la RAF détectèrent des mouvements inhabituels et des structures anormales. Bien que les services de renseignement n'en connussent pas encore la finalité, son ampleur paraissait alarmante. Le 6 août, un comité militaire britannique ordonna son bombardement immédiat. Le premier bombardement eut lieu le 27 août. 187 avions larguèrent plus de 300 bombes sur le bloc de béton fraîchement coulé. Les dégâts furent importants. Le ciment se solidifia de façon chaotique, piégeant les échafaudages et rendant une grande partie du bâtiment inutilisable. Des centaines d'ouvriers forcés périrent. Le roulement des équipes, prévu pour limiter les pertes, ne permit pas d'éviter un grand nombre de victimes. Les attaques se poursuivirent pendant plusieurs semaines. Finalement, les commandements allemands renoncèrent au plan d'en faire une rampe de lancement. La partie sud fut reconvertie en usine de production d'oxygène liquide. Pour la protéger, ils accélérèrent la construction du toit en procédant de haut en bas, bien que les dommages cumulés aient empêché toute avancée significative. En parallèle, ils lancèrent une autre installation similaire, appelée la Coupole, à quelques kilomètres au sud. Le 4 juillet 1944, le projet fut suspendu. Quelques jours plus tard, des bombes Tallboy perforèrent le toit et détruisirent l'intérieur. Hitler ordonna l'abandon de toutes les bases de lancement fixes au profit de plateformes mobiles. L'équipement restant fut transféré vers d'autres usines situées dans le centre de l'Allemagne. Le 4 septembre, des unités canadiennes prirent le site. Les Allemands l'avèrent quitté, les vannes de drainage ouvertes. L'eau inonda plusieurs sections du bâtiment. Durant les premiers jours suivant la capture, les Alliés ne comprenèrent pas la finalité réelle de la structure. Il fallut une inspection technique en 1945 pour confirmer qu'il s'agissait bien d'une base destinée au lancement de missiles V2. En 1951, une commission militaire franco-britannique réexamina les lieux. Elle conclut que, malgré les dégâts, la structure tenait toujours debout et pourrait être réutilisée à d'autres fins si l'eau était pompée. Mais elle ne fut jamais reconvertie à des usages militaires. Des décennies plus tard, le terrain fut acquis par des propriétaires privés. En 1973, le site ouvrit ses portes au public pour la première fois. Il devint un musée en plein air, avec des sentiers, des vestiges d'armement et des zones balisées. En 1986, il fut classé monument historique par le gouvernement français. Aujourd'hui, le blockhaus d'Eperlek reste debout, tel un monstre de béton figé par la guerre. Marqué par les cratères, les tunnels vides et les traces d'un projet destiné à lancer l'arme ultime du régime depuis cette forêt, il ne tira jamais un seul missile. Le chapeau de Hitler, ce qu'un jeune soldat juif trouva à Munich. À la fin du mois d'avril 1945, alors que les troupes alliées avançaient vers le cœur du Troisième Reich, un petit groupe de reconnaissance de la 42e division d'infanterie fut chargé d'inspecter un appartement à Munich. L'objectif était clair: fouiller les lieux à la recherche de documents ou de renseignements utiles. Ce qu'ils trouvèrent ce jour-là, toutefois, n'avait aucune valeur militaire, mais allait devenir plus tard un objet chargé d'un profond symbolisme historique. En haut d'une armoire, dans une boîte, un soldat d'origine juive découvrit un chapeau haut de forme portant les initiales AH, brodé dans la doublure. Ce chapeau avait appartenu à Adolf Hitler. Le jeune homme qui fit cette découverte s'appelait Richard Marowitz. Il avait 19 ans, venait de Brooklyn et faisait partie de l'équipe de reconnaissance du 132e régiment. Le 30 avril, jour où Hitler se donna la mort dans son bunker à Berlin, Marowitz fouillait la chambre à coucher de l'appartement du dictateur à Munich. En ouvrant une boîte, il tomba sur le chapeau. Pris d'un mélange de répulsion et d'ironie, il le jeta au sol et le piétina. Il ne savait pas que ce geste marquerait le début d'une histoire qui traverserait les décennies. Ce chapeau, au lieu d'être remis comme pièce à conviction, fut conservé par Marowitz. Pendant tout le reste de son séjour en Europe, il le garda caché parmi ses effets personnels. De retour à New York, il le rangea avec d'autres souvenirs de son passage sur le front. Durant des années, le chapeau resta dans un sac de toile, oublié parmi des cartons, entouré d'objets utilisés pour faire des tours de magie lors de fêtes pour enfants. Même ses enfants ignorèrent son existence. Avec le temps, Marowitz se mit à participer à des réunions d'anciens combattants et à des événements éducatifs consacrés à la Seconde Guerre mondiale.
C'est alors que, encouragé par d'autres vétérans, il décida de raconter ce qu'il avait vécu. Lors de l'une de ces réunions, on lui demanda d'apporter un souvenir du conflit et il choisit de montrer le chapeau. La réaction fut immédiate. Ce qui était resté caché pendant un demi-siècle commença à susciter un vif intérêt aux États-Unis comme à l'étranger. Des années plus tard, après le décès de Marowitz, ses enfants décidèrent de faire don du chapeau au musée militaire de l'État de New York, situé à Saratoga Springs. L'objet fut intégré à une exposition commémorative marquant les 80 ans de la libération du camp de concentration de Dachau. Ce camp avait été libéré par la 42e division, la même à laquelle appartenait Marowitz, qui sauva plus de 30 000 prisonniers le 29 avril 1945, un jour avant la découverte du chapeau. Lors de la cérémonie de remise, les enfants de Marowitz racontèrent comment ils avaient découvert l'histoire. Ils se souvenaient que, dans leur enfance, le chapeau faisait simplement partie du coffre à accessoires que leur père utilisait pour amuser d'autres enfants. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cet accessoire avait appartenu à l'homme responsable du régime le plus brutal du XXe siècle et que leur père l'avait trouvé à l'un des moments les plus symboliques de la guerre. Le musée décida d'inclure le chapeau dans une narration plus vaste. Il ne représente pas seulement l'effondrement physique du régime nazi, mais aussi une ironie historique. Ce fut un soldat juif qui emporta l'un des objets personnels du dictateur. Le directeur du musée souligna qu'il ne s'agissait pas d'une pièce luxueuse ni particulièrement précieuse, mais d'un objet chargé d'histoire, tant par son ancien propriétaire que par celui qui l'avait trouvé. À partir de cette redécouverte, le chapeau fut utilisé lors de conférences éducatives, notamment dans des écoles. Les anciens combattants partageaient leurs expériences et utilisaient le chapeau comme point d'ancrage visuel pour aborder le nazisme, la persécution, la guerre et la mémoire. Des années plus tard, un documentaire intitulé « Le chapeau de Hitler » fut présenté dans des festivals de cinéma. Il retraçait comment un objet en apparence anodin était devenu un symbole de justice informelle et de mémoire personnelle. Ce qui rendait l'histoire particulièrement frappante, c'était le fait que ce chapeau soit resté pendant des décennies sans reconnaissance particulière, mélangé à des objets domestiques. Alors que d'autres éléments de la guerre furent catalogués et archivés dans des musées, celui-ci mena une existence presque banale, loin des vitrines et des étiquettes. Ce n'est que lorsque Marowitz fut invité à raconter son histoire que l'objet refit surface. Aujourd'hui, le chapeau est conservé dans une vitrine du musée, accompagné de photographies du jeune soldat, de cartes de l'opération à Munich et de documents relatifs à la libération de Dachau. On y trouve aussi des témoignages d'autres membres de la Rainbow Division, nom donné à la 42e, dont beaucoup participèrent à la dernière avancée vers le sud de l'Allemagne. Ce qui avait commencé comme un geste spontané, piétiner le chapeau du dictateur, est devenu une pièce de mémoire historique. Ce ne fut ni un acte prémédité ni une capture stratégique, mais le reflet de ce que signifie la fin d'une tyrannie. Le geste instinctif d'un jeune juif qui, sans y penser, laissa son empreinte sur le symbole de celui qui avait tenté d'exterminer son peuple. Le portrait intact de Hitler que quelqu'un a caché avant de fuir. Lors d'un nettoyage de routine après une importante inondation dans la ville allemande de Hagen, un professeur d'histoire fit accidentellement la découverte d'une cavité derrière un mur endommagé. Cette trouvaille eut lieu en l'an 2021. Dans cet espace de moins d'un demi-mètre de large, apparut un journal daté de 1945. En creusant davantage, plusieurs objets personnels et officiels de l'époque nazie refirent surface, préservés depuis l'effondrement du Troisième Reich. Sebastian Yurtseven, le professeur qui fit la découverte en aidant sa tante à nettoyer sa maison, tomba sur une collection complète d'objets nazis dissimulés de manière délibérée. Parmi eux figurait un portrait de Hitler, un pistolet, des masques à gaz, des plaques du Parti national-socialiste, une paire de coups de poing américains, des insignes à croix gammée, des lettres personnelles et des documents officiels. Le tout était soigneusement rangé derrière le mur du bâtiment. La surprise fut encore plus grande lorsque le passé de l'édifice fut révélé. Sous le régime nazi, le bâtiment abritait le siège local de la NSV, l'organisation d'assistance sociale du régime. Bien que la famille du professeur ait acquis la propriété dans les années 60 sans en connaître l'histoire, les indices suggèrent qu'en avril 1945, alors que les troupes alliées approchèrent de la ville, des membres de la NSV cachèrent ces objets à la hâte afin d'effacer toute preuve compromettante. Le directeur des archives municipales de Hagen
Ralph Blank, déclara que ces objets furent dissimulés durant l'effondrement du régime et qu'ils restèrent intacts jusqu'à leur redécouverte grâce à l'inondation récente. Certaines pièces donnent des indications précises sur l'usage des lieux. Les coups de poing américains, par exemple, furent probablement utilisés par des miliciens nazis lors d'affrontements de rue avec des groupes communistes. Les plaques à croix gammées et les insignes de la NSV étaient rangés aux côtés de ces objets dans ce qui aurait pu être une sorte d'autel symbolique ou un coin commémoratif dans le bureau principal. Parmi les documents, on retrouva également une lettre d'amour écrite en 1905, adressée à une jeune femme nommée Hedwig Wiedey. Bien que cette missive ne soit pas liée à la période nazie, elle fut découverte avec les autres documents. Les archivistes retrouvèrent à la destinataire dans les registres civils locaux. Elle se maria en 1913, eut 2 enfants et ne reprit jamais contact avec l'expéditeur. Au-delà de la valeur émotionnelle de certains objets, tels que les emblèmes personnels et les photographies, les documents officiels sont ce qui revêt le plus d'importance pour les experts. Parmi eux se trouvent des rapports administratifs de la NSV, de la correspondance interne et des listes dactylographiées. Certains documents présentent des annotations manuscrites qui pourraient provenir de hauts responsables du parti, ce qui permettrait de mieux comprendre la hiérarchie opérationnelle de l'organisation dans le district de Hagen. Jusqu'à présent, les chercheurs ont extrait 12 boîtes complètes de matériel qui sont actuellement examinées par l'équipe des archives municipales. Le volume de documents est tel que le personnel travaille depuis plus d'1 semaine, rien que pour en effectuer le tri initial. L'objectif est de numériser chaque fichier et de conserver les objets physiques dans des conditions de préservation stables. Pour l'historien Ralph Blank, cette découverte offre une opportunité unique de reconstituer avec précision les réseaux administratifs du nazisme à l'échelle locale. Bien qu'il existe des témoignages sur la destruction de documents dans les derniers jours du régime, les cas où une collection intacte et scellée a été retrouvée dans son état d'origine sont rares. L'édifice avait été le siège local de la NSV, dont le fonctionnement en Rhénanie du Nord-Westphalie peut désormais être analysé à la lumière des documents découverts. La NSV était chargée d'organiser des programmes d'aide sociale, de gérer des garderies, de redistribuer des biens confisqués aux familles juives et de promouvoir les activités du parti. Les archives retrouvées pourraient fournir des éclaircissements sur la manière dont ces fonctions étaient exécutées, sur les individus impliqués et sur la circulation des ressources. Il est également possible qu'elles révèlent des preuves directes concernant l'administration de biens confisqués, notamment des meubles, des vêtements et des objets domestiques. L'utilisation d'espaces comme cachettes était devenue fréquente dans les derniers mois du conflit, surtout dans les régions anticipant une occupation imminente. Dans ce cas, les documents ne furent pas seulement cachés à la hâte, mais rangés avec méthode. Le tout fut emballé et dissimulé derrière un mur factice, ce qui suggère une action concertée plutôt qu'un simple abandon. Les archives conservent aussi des détails sur l'environnement symbolique entourant le personnel. Certains courriers arborent des phrases idéologiques en en-tête, et les cachets utilisés portent les emblèmes du parti. Les photographies retrouvées incluent des portraits en uniforme, des défilés locaux et des réunions du parti, toutes datées entre 1936 et 1944. Ce type de découverte ne fournit pas seulement des données pour la recherche académique, mais offre aussi des éléments tangibles pouvant être utilisés dans des expositions éducatives. Les archives de Hagen prévoient de présenter une partie du contenu dans une exposition temporaire, accompagnée de panneaux explicatifs permettant de contextualiser le rôle de la NSV dans l'appareil étatique nazi. Oświęcim est les 400 objets que le nazisme n'a pas réussi à détruire. Au cours des premières semaines de fouilles, les archéologues ne trouvèrent que des pièces mineures, quelques fragments de céramique, des pièces de monnaie du XIXe siècle et une plaque dédiée à un rabbin. Mais à la mi-juin 2004, tout changea. À l'endroit exact où se dressait autrefois la grande synagogue d'Oświęcim, un ensemble d'objets restés enfouis sous terre depuis des décennies fut mis au jour. Au total, plus de 400 pièces ayant appartenu au mobilier et à la vie rituelle de la communauté juive locale avant le début de la guerre. Une découverte exceptionnelle qui confirma les rumeurs évoquant un acte désespéré de préservation face à l'occupation nazie imminente. Les fouilles avaient commencé le 28 mai et s'étaient prolongées jusqu'au 29 juin sous la direction de l'archéologue Małgorzata Grupa de l'université Nicolas Copernic de Toruń.
L'opération fut motivée par les témoignages de ceux qui se souvenaient avoir vu, au moment où éclatait le conflit, plusieurs membres de la communauté juive dissimuler des caisses métalliques dans les fondations du temple. L'un de ces témoins, Yeshayahu Yarot, survivant de la Shoah, rencontra près de 70 ans plus tard un jeune Israélien qui projetait de visiter les camps d'extermination. Au cours de leur conversation, Yarot partagea un souvenir qu'il gardait depuis 1939. Il avait vu des personnes enterrer quelque chose près de l'escalier menant à la galerie des femmes dans la synagogue. C'est le rabbin Eliahu Bombach qui aurait donné l'ordre de cacher les objets religieux les plus précieux alors que les troupes allemandes approchèrent de la ville. Selon la reconstitution des faits menée par les archéologues, l'enfouissement se fit à 1 mètre de profondeur et les objets furent démontés avant d'être enterrés. Yarot dessina même un croquis du site pour faciliter les recherches. Ce dessin servit de base aux premières sondes. Toutefois, les 2 premières zones fouillées ne donnèrent aucun résultat. Ce n'est qu'en étendant l'exploration à tout le périmètre des fondations que l'équipe retrouva finalement la cachette d'origine durant la dernière semaine. La découverte comprenait des éléments décoratifs en marbre provenant de l'arche abritant les rouleaux sacrés, des carreaux ornementaux du sol, des plats utilisés lors des cérémonies, des fragments carbonisés de livres, des plaques commémoratives, des lampes en bronze pour la flamme perpétuelle, des chandeliers de Hanouka, des lustres datant de la seconde moitié du XIXe siècle, des meubles démontés, des bancs et des objets avec des inscriptions en hébreu. Plusieurs objets présentaient des traces de démontage hâtif. D'autres, comme les fragments brûlés de textes religieux, confirmaient que certains éléments avaient été endommagés par le feu avant d'être enterrés, ou peut-être en raison de la destruction du bâtiment. Parmi les découvertes, on a également identifié des vestiges de structures fortifiées construites par les nazis dans le périmètre de la synagogue, ce qui indique que le lieu fut modifié et probablement profané durant l'occupation. Les fouilles ont non seulement permis de récupérer cet héritage, mais aussi de documenter pour la première fois les fondations originales de la première synagogue en bois construite à cet endroit. Le terrain avait été restitué peu auparavant à la communauté juive locale grâce à la loi de restitution adoptée en 1997. L'impulsion finale fut donnée par 2 civils israéliens. Yariv Nornberg, le jeune homme qui avait entendu le témoignage de Yarot, et le cinéaste Yahali Gat, qui s'occupa de documenter tout le processus dans le documentaire intitulé « Un trésor à Auschwitz ». Le matériel retrouvé fut transféré au centre juif d'Auschwitz, à Oswiecim, où il fut inventorié, restauré et préservé. Certains objets furent intégrés à l'exposition permanente du musée, notamment une lampe en bronze complète, des fragments de candélabres, des éléments du mobilier d'origine et des décorations en marbre. Cette récupération, qui dura 4 semaines, s'est imposée comme l'une des fouilles archéologiques les plus importantes liées au patrimoine juif caché pendant la guerre. Selon d'autres récits, les rouleaux de la Torah n'auraient pas été enterrés avec les objets retrouvés, mais auraient pu être cachés dans le cimetière juif de la ville, bien que ce point n'ait pas été confirmé. L'absence de ces manuscrits ne diminue pas l'importance de la découverte. L'opération fut financée par la Conférence sur les réclamations matérielles juives contre l'Allemagne, ainsi que par des contributions privées. La coordination entre archéologues, militants et survivants fut cruciale pour localiser précisément le site, seulement quelques jours avant l'échéance fixée pour les travaux. Parmi les collaborateurs figuraient également Adam Drux et Lolek Lehrer, anciens voisins juifs d'Oswiecim installés en Israël, qui apportèrent des données et un soutien pendant le tournage. Le trésor d'Oswiecim ne rendit pas seulement à la communauté des objets d'une grande valeur matérielle et spirituelle, mais mit aussi en lumière une tentative réelle et planifiée de protéger ce qui représentait l'identité collective d'une communauté menacée. La récupération de ces objets, dont beaucoup dans un état fragile, permit de reconstituer avec précision des aspects du culte et de la vie religieuse juive juste avant le début de l'occupation. Chaque objet sauvé constitue aujourd'hui un témoignage tangible de ce que l'on a tenté de préserver face à une menace imminente. L'exposition demeure ouverte au centre juif de la ville, perpétuant les noms, les pratiques et les espaces qui ont marqué des générations entières. Tout a commencé par un souvenir isolé, un dessin fait à la main, une quête acharnée et une synagogue disparue qui conservait encore sous terre les vestiges d'une histoire arrêtée en 1939. Sobibor, la découverte des objets que les nazis ont tenté d'effacer.
Au cours de fouilles sur l'ancien camp d'extermination de Sobibor, en Pologne, une équipe d'archéologues a découvert les vestiges d'un bâtiment où les prisonniers étaient forcés de se déshabiller et de se raser avant d'être conduits aux chambres à gaz. Au milieu des fondations, des effets personnels furent mis au jour, cachés pendant des décennies sous le plancher de bois. Ces pièces, petites et fragiles, étaient tombées entre les planches avant que le bâtiment ne soit détruit et que le terrain soit recouvert d'arbres dans le but d'effacer toute trace de son existence. Sobibor fut l'un des principaux centres d'extermination opérés par le régime nazi entre le printemps de 1942 et l'automne de 1942-1943. Plus de 200 000 personnes y furent assassinées. Le 14 octobre 1943, un groupe de détenus déclencha une révolte permettant la fuite de quelques-uns. Peu après, Heinrich Himmler ordonna la fermeture totale du camp. Les bâtiments furent démolis, les restes enlevés et des arbres plantés sur le site. Pendant plus de 60 ans, aucun vestige visible n'existait. Les fouilles archéologiques débutèrent en 2007 sous la direction des chercheurs Yoram Haimi, Wojciech Mazurek et Ivar Schutte. Leur travail permit de localiser la plateforme d'arrivée des convois de déportés, les bases des chambres à gaz et les zones où les prisonniers étaient dépouillés avant exécution. C'est à cet endroit, connu sous le nom de « chemin vers le ciel », que furent retrouvés les objets les plus révélateurs. Sous terre, apparurent des articles que des prisonniers avaient emportés dans leurs derniers instants. Parmi eux figurait un collier avec l'étoile de David, une montre-bracelet pour femme et un amulette en verre représentant Moïse tenant les tables de la loi. Au verso de cette amulette figurait le texte du schéma, une prière hébraïque traditionnelle. Émergea également un pendentif orné de l'inscription hébraïque Mazal Tov, du nom de Dieu, et de 3 étoiles de David gravées au dos. Les archéologues évaluèrent qu'il appartenait à une mineure née le 3 juillet 1929 à Francfort-sur-le-Main. Bien que le nom ne fût pas incisé sur la pièce, une comparaison avec des registres de déportation permit d'établir une possible identité. Selon les données du projet de base de données sur les déportations de l'Holocauste dirigé par Joel Zissenwein, une fille nommée Caroline Cohn, née à Francfort le même jour, fut déportée le 11 novembre 1941 depuis sa ville vers le ghetto de Minsk, en Biélorussie. On ignore si elle survécut aux conditions du ghetto, mais il est probable que son parcours s'acheva à Sobibor, où furent transférés les 2000 derniers internés de Minsk, avant la fermeture du ghetto en 1943. Le pendentif retrouvé présente une ressemblance notable avec un autre objet documenté ayant appartenu à Anne Frank, qui naquit également à Francfort en 1929. Toutes deux étaient des jeunes filles juives allemandes de la même ville et aînées, ce qui a conduit les chercheurs à envisager une possible parenté. Bien qu'aucune preuve concluante n'ait été établie, cette piste reste ouverte. Outre ces amulettes, les archéologues récupérèrent une bague en métal, une montre et un pendentif composé de petites pierres. Toutes ces pièces furent localisées auprès des fondations du bâtiment de désinfection, dans l'espace où les nazis contraignaient les prisonniers à se dévêtir avant de les conduire vers la mort de masse. Ces objets étaient restés emprisonnés dans les fissures du plancher, enfouis pendant des décennies, et préservés de la détérioration grâce à la couverture de terre et de végétation utilisée pour effacer l'histoire du lieu. Des fragments de l'équipement mécanique utilisé pour démanteler le camp après la révolte furent également mis au jour. Cette découverte confirma que le processus de démolition fut méthodique avec des engins spécialisés et une planification structurée. Les nazis ne laissèrent ni ruines ni vestiges visibles, mais un terrain soigneusement nivelé et recouvert. Cette tentative d'effacement total fut partiellement inversée grâce à l'archéologie forensique, qui permit de reconstituer la topographie du camp et de restituer des fragments de cette histoire rendue muette. Tous les objets furent documentés par l'Autorité des Antiquités d'Israël en collaboration avec Yad Vashem. Les pièces intégrèrent les archives de recherche sur la Shoah et plusieurs furent exposées au public dans des expositions temporaires. Leurs découvertes ne fournirent pas seulement des preuves matérielles du fonctionnement du camp d'extermination, elles établirent aussi un lien humain direct avec les victimes. En mettant au jour ces effets personnels, les archéologues restaurèrent l'identité et la mémoire de personnes précises ayant vécu leurs dernières heures à Sobibor. Le travail accompli sur le site constitue l'un des rares cas où le processus d'extermination dans ce camp particulier a pu être documenté avec autant de précision.
La quasi-totalité des bâtiments ayant été démantelés, leur structure initiale fut perdue. Grâce à l'engagement de ces chercheurs, le tracé des chemins internes et les méthodes employées par les nazis purent être reconstitués. Les objets personnels sont devenus des clés silencieuses permettant de comprendre le degré d'organisation de cette machine de mort. Parmi ces objets, le pendentif probablement appartenant à Caroline Cohn reste l'une des pièces les plus emblématiques. Son inscription, sa finesse et son lien potentiel avec Anne Frank en ont fait un symbole des fouilles. Son apparition a permis de raconter une histoire avec des noms, des dates et des parcours singuliers, contrastant avec la dimension impersonnelle du génocide. Ce n'est pas seulement un passé enfoui qui a été exhumé, mais une trame de liens humains que les nazis avaient tenté d'anéantir avec les structures mêmes du camp. Des années après la fin du conflit, les traces de la guerre continuent d'émerger des profondeurs. Sous les champs, les murs, les plages ou les cloisons, demeurent encore des objets, des structures et des documents dissimulés à la hâte ou abandonnés en plein chaos. Chaque découverte n'élargit pas seulement les archives historiques, elle révèle aussi comment on vivait, comment on combattait et comment on fuyait durant ces jours-là. Ce que l'on pensait enfoui à jamais refait surface avec une précision inattendue. Et tandis que les experts analysent chaque pièce retrouvée, une part du passé recommence à respirer, silencieuse mais intacte. Car si les guerres prennent fin, leurs empreintes, elles, ne disparaissent jamais tout à fait.